Euh... Pardon. Truc. On a les mêmes rêves, c'est trop bien. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Racontage, l'émission où de sinistres inconnus vous racontent mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut Clara. Bonjour David et bienvenue au Troublion littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour s'endormir. Alors aujourd'hui, 10e épisode. Quand même, 10e épisode, et comme nous l'avions un peu teasé dans l'épisode 9, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer à un texte de type légendaire. Dans la grammaire du jeu vidéo, ce serait un item orange de type légendaire. Donc, Montaigus et Capulet, vous connaissez, nous allons parler de la très excellente et très impitoyable tragédie de Roméo et Juliette, écrite aux alentours de 1595 par William Shakespeare, Romeo and Juliet, Roméo plus Juliette, là je m'adresse aux cinéphiles, générique. Pour commencer, Clara, une fois n'est pas coutume, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de Shakespeare et de Roméo et Juliette et de ce rapport que tu as avec cette œuvre et cet auteur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'Angleterre du XVIe siècle, à une époque où le théâtre est en pleine effervescence, où les planches des théâtres londoniens vibrent sous les vers des plus grands dramaturges de l'histoire. Au centre de cette révolution artistique, un nom s'impose, William Shakespeare. Shakespeare, figure incontournable du théâtre élisabétain, est bien plus qu'un simple écrivain. Il est poète, conteur, il est observateur du monde, un artiste qui, à travers ses tragédies, ses comédies et ses pièces historiques, met en scène les passions humaines, explorant avec une finesse inégalée l'amour, la haine, le pouvoir et la fatalité. Né en 1564 à Stratford-upon-Avon, il devient l'un des auteurs les plus joués de son temps et reste encore aujourd'hui une référence absolue du théâtre universel. Son ascension s'inscrit dans un contexte particulier. L'Angleterre élisabéthaine, une période où les arts et la littérature connaissent un essor spectaculaire sous le règne d'Élisabeth Ier. Le théâtre, longtemps perçu comme un simple divertissement populaire, gagne alors en prestige et devient un véritable miroir de la société où se côtoient intrigues politiques, drames familiaux et réflexions philosophiques. Des lieux emblématiques comme le Globe Theatre où Shakespeare présente ses pièces deviennent des centres culturels incontournables, attirant aussi bien les nobles que les classes populaires. Mais parmi toutes les œuvres qui ont traversé les siècles, il en est une qui symbolise à elle seule l'amour tragique et la fatalité du destin, Roméo et Juliette. Cette pièce, écrite entre 1594 et 1596, est bien plus qu'une simple histoire de passion contrariée. C'est un drame où les désirs individuels se heurtent aux traditions, où la jeunesse tente de briser les chaînes du passé, où la violence et la haine conduisent inévitablement à la perte. Si vous pensiez que Roméo et Juliette était une histoire d'amour fleur bleue, tenez-vous bien, on va démontrer que ce mythe n'existe pas. Et que, par un tour de maître spectaculaire, Shakespeare utilise le format de la tragédie pour se moquer de Roméo, qui est un personnage anémique, stupide, et il va faire étal de toute l'obscénité dont il est capable pour faire rire. Toi, William Shakespeare, c'est un auteur que tu connais un petit peu. C'est avec cette pièce que tu avais commencé ? Non, j'ai commencé par Le Songe d'une nuit d'été, qui... le Cercle des poètes disparus et la Dark Academia ont fait beaucoup pour le théâtre élisabétain. Donc j'ai commencé par Songe d'une nuit d'été, Macbeth, Roméo et Juliette. J'ai lu Othello et j'ai découvert une adaptation de Richard III. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse du texte de Richard III. Okay. J'aimais déjà beaucoup Shakespeare parce que je trouve que c'est hyper drôle. Il y a quelque chose de vraiment savoureux dans son écriture. Tu sens qu'il fait rire, il veut faire rire. Et en même temps, il a une plume et... Enfin, c'est juste formidable. Ouais, c'est super bien écrit. Ouais, moi j'ai trouvé ça très très cool, le côté, on va le voir tout le long du racontage, mais ce côté un peu blagueur, grivois, pince sans rire, on va revenir dessus plusieurs fois, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'aime bien ce lore un peu de Shakespeare, qui est un auteur un peu street finalement, tu vois, genre qui fait rire les gens, alors que depuis, il est devenu l'auteur en langue anglaise le plus commenté de l'histoire. Alors qu'en fait, au départ, lui, il est juste là pour faire des pièces qui font un peu gaulerie, finalement. Genre, c'est très, très fort. Alors moi, déjà, sur mon avis, ce que je disais tout à l'heure, en off, c'est qu'il faut mettre ça sur le compte de mon inculture, mais j'étais persuadé que William Shakespeare, c'était un siècle plus tard,
j'étais étonné d'à quel point c'était vieux en fait, 1595, donc c'est vraiment un OG du théâtre. Et mon avis sur Roméo et Juliette, j'ai trouvé que ça avait super bien vieilli. J'ai trouvé ça super, bon, là on a compris, mais j'ai trouvé que ça avait super bien vieilli, non pas parce que ça rejoignait des conventions d'écriture qu'on aurait forcément aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est un texte qui vient un peu de son temps, tout ça, mais moi là où je trouve il a super bien vieilli, et je sais pas le dire autrement que c'est parce que c'est trop stylé. Non mais en fait, je me dis, et je reviendrai dessus plus tard, tout, à un moment, mais quand je lisais le texte, et pourtant je suis pas quelqu'un qui connaît très bien le théâtre, tout, mais je ne pouvais parfois que concevoir le kiff que ça doit être que d'incarner ce verbe. Tu vois, en lisant certains trucs, je me dis, mais ouais, là, c'est vraiment trop stylé. Je me dis, par exemple, là, Mercutio, il est trop stylé et tout, et je me dis, ouais, c'est en ça que c'est si ouf, Shakespeare, et ce pourquoi ça vieillit si bien. C'est parce qu'en fait, c'est trop stylé, trop bien écrit. Quand ça veut être drôle, c'est super drôle. Quand ça veut être, genre, bouleversant, ça l'est. Et genre, ça ne peut que vieillir comme un millésime extrême, tu vois, genre, enfin... Donc voilà, peut-être que c'est ça, bien vieillir, c'est juste ne pas masquer les rides, mais c'est juste en avoir et être trop stylé avec. Et c'est le cas de Roméo et Juliette, du moins. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on peut commencer le racontage. Avant toute chose, comme d'habitude, l'abonnement, le petit like si vous aimez, et allez nous voir sur Instagram si jamais ça vous dit. Clara, j'aime bien quand tu commences les histoires, tout ça. Je te laisse le mic, let's go. Dans la ville italienne de Vérone, deux grandes familles nobles, les Capulettes et les Montaigu, s'affrontent depuis des générations dans une querelle dont l'origine est oubliée, mais dont les conséquences se font encore ressentir dans toute la vie. Cette rivalité ancestrale s'est enracinée si profondément dans la mentalité des habitants qu'elle dépasse les membres des familles concernées et imprègne l'ensemble de la société, allant jusqu'à influencer les serviteurs et les citoyens qui prennent parti dans ce conflit apparemment insoluble. L'histoire s'ouvre sur une scène dans une rue de Vérone où des serviteurs de la maison Capulette, Samson et Grégory, discutent avec arrogance de leur mépris pour les Montaigu. Ils se vantent de leur fidélité à leur maître et expriment leur haine de manière provocatrice, cherchant une opportunité pour humilier leurs rivaux. Lorsqu'ils croisent des domestiques de la maison Montaigu, ils décident de les provoquer en mordant leurs pouces en leur direction. C'est un geste hyper insultant à l'ère élisabéthaine. Okay. Ce qui déclenche immédiatement une altercation verbale. Ouais, le début de la pièce, c'est marrant, il commence avec des personnages un peu des nobody, genre des valets, des machins. Et du coup, petit à petit, la scène se remplit de personnages, exactement. Parce que après ces valets qui commencent à se chamailler, tout ça, il y a Benvolio qui rentre. Benvolio est un pote à Roméo, il fait partie des Montaigu. Puis Tybalt rentre, un Capulette, qui également a l'air assez sanguin. Benvolio et Tybalt s'engrainent. Des bourgeois rentrent sur scène par la suite. On comprend qu'ils en ont marre de la guerre entre Montaigu et Capulet. Donc là, on comprend que ces deux familles vraiment se font la guerre depuis on ne sait pas combien de temps. Et puis, les Capulet rentrent, donc Capulet et sa femme, donc ils sont rois. Je sais pas en fait, c'est même pas dit quel est leur... Pas du tout. Non. Montaigu et sa femme rentrent. Et enfin, le prince Escalus et sa suite. Le prince, il vient un petit peu calmer les ardeurs claniques de tout le monde. Et j'aime bien cette première scène parce qu'elle est vraiment chaotique, mais elle permet quand même de synthétiser le contexte tout en gardant une part de mystère déjà sur les deux personnages éponymes. On les a toujours pas vus, mais on comprend qu'en fait là, il y a deux familles qui rivalisent à Vérone. Et voilà. Passé ce chaos, tout le monde est parti, Montaigu demande des explications à Benvolio. Et puis, on se demande où est Roméo. Et Benvolio lui dit, j'ai croisé Roméo ce matin, il semblait fuir, tout ça. Et Montaigu raconte que son fils agit étrangement dernièrement, mais qui ne veut rien dire. Et là, entre Roméo. Roméo, c'est le fils unique des Montaigu, et enfin, ça y est, il apparaît pour la première fois. Contrairement aux autres jeunes nobles de Vérone, il ne se soucie pas des querelles de sa famille, et il semble totalement étranger à cette violence. Il est présenté comme un jeune homme mélancolique, qui préfère s'isoler et contempler sa tristesse, plutôt que de se mêler aux conflits de son clan. Benvolio, après quelques tentatives, il arrive à savoir ce qui se passe parce que Roméo lui avoue qu'il est profondément amoureux de Rosaline, une femme d'une grande beauté qui refuse catégoriquement de lui rendre son amour. Il est accablé par le désespoir et exprime sa souffrance à travers un langage empreint de poésie et de contradiction. Il utilise des oxymores tels que amour haineux, feu glacé, fumée lumineuse, pour illustrer son état d'âme tourmenté, oscillant entre passion et détresse. Cet amour qu'il voue à Rosaline semble davantage relever d'une obsession idéalisée que d'un véritable attachement sentimental,
et son comportement révèle une jeunesse en quête de romantisme absolu, influencée par la littérature et les codes de l'amour courtois. Benvolio, plus pragmatique, tente de le raisonner en lui conseillant d'oublier Rosaline et de se tourner vers d'autres femmes, lui affirmant que la souffrance qu'il ressent n'est qu'éphémère et qu'il finira par aimer quelqu'un d'autre. Sauf que Roméo, il est enfermé dans son chagrin, il refuse d'imaginer un autre amour, et donc il rejette cette idée avec véhémence. Ouais, on voit tout de suite que Roméo, il en fait des caisses, quoi. Déjà, alors on va voir ça plus tard dans la pièce, mais là déjà, il en fait v'là des caisses. Pour Rosaline. Pour Rosaline, donc on sait pas qui c'est, et après on s'en fout de Rosaline, on va voir ça. Voilà. En tout cas, scène 2, là on change de contexte, on rejoint Capulet et Paris, qui est un noble, qui discutent. Et on comprend que Paris réclame la main de la fille de Capulet. Celui-ci dit qu'il veut rien presser et que le plus important est le consentement de sa fille. Donc là, à ce moment-là de la pièce, j'avais écrit « On aime la vibe du daron de la Renaissance ». Et après, bon, peut-être que ça va changer. Mais à ce moment-là, je me suis dit, putain, il est super, super bienveillant, ce daron-là. Bon. Ça dure pas longtemps. On va voir. Et il l'invite également Paris, c'est une soirée qu'il organise le soir, et donne aux serviteurs une liste d'invités. Bon, là, il y a une petite péripétie très théâtrale carrée, où le serviteur, il sait pas lire, mais il croise la route de Roméo et Benvolio, et il leur dit, bon, est-ce que vous pouvez déchiffrer cette lettre pour moi ? Et là, Benvolio, il dit, ah ouais, d'accord, il y a une soirée chez les Capulettes, bon, Roméo... Viens, on y va. Il propose à Roméo d'y aller pour un peu calmer les ardeurs et la tristesse de Roméo vis-à-vis de Rosaline. Il est en mode, viens, on va à la soirée, let's get lucky. Vas-y. Roméo, il en fait des caisses, mais il finit par accepter. Du coup, là, on a vraiment un petit focus sur Juliette et sur la manière dont elle aborde l'amour et les questions amoureuses. Donc, sa mère lui parle justement de Paris, du parti qu'elle représente. Et elle écoute sa mère avec une attitude respectueuse, mais elle ne manifeste aucun enthousiasme particulier. Il faut savoir qu'elle est très jeune, elle a 14 ans, et donc, comparée à Roméo, on sent deux approches de l'amour différentes. Roméo, lui, comme on l'a dit, il est entièrement absorbé par ses idéaux romantiques, alors que Juliette, elle a jamais songé à l'amour, et elle éprouve aucun désir particulier. Mais elle accepte d'observer Paris lors du bal, plus par respect pour sa famille que par autre chose. Et cette scène, et ça c'est intéressant, c'est qu'elle met en lumière le rôle des femmes dans la société patriarcale de la Renaissance, où elles sont considérées avant tout comme des instruments d'alliance matrimoniale destinés à consolider le prestige des familles. Et ça c'est intéressant parce que dans le théâtre élisabétain et dans le théâtre jacobin, cette idée de montrer la condition des femmes est très présente. Donc là, ça se voit dans un petit peu le point de vue de Juliette, mais il y a une pièce qui est assez peu connue de John Ford qui s'appelle Le cœur brisé, qui parle justement de la liberté des femmes à épouser qui elles aiment, et c'est vraiment une tentative de donner des libertés aux femmes. Ok, d'accord. Et donc ça se met beaucoup sur la scène, c'est très joué. On a notamment Christopher Marlowe, qui était considéré par Shakespeare comme le meilleur dramaturge de son temps et des temps suivants, qui met Diderot en scène avec toujours cette réflexion un petit peu, qu'on pourrait dire, mais c'est anachronique, mais une réflexion un peu féministe. Ok, d'accord. Voilà. C'est super intéressant, je savais pas. En plus, pour rejoindre ce que tu me dis là, j'ai carrément cité tout le passage parce que j'ai trouvé ça super bien écrit et super intelligent. Je me permets de citer. Donc là, c'est Lady Capulet qui parle à Juliette pour lui chanter les louanges de Paris. Je cite : « Lisez ce livre qui est le visage du jeune Paris. À ce précieux livre d'amour, cet amant que rien ne lit ne manque pour le parfaire qu'une couverture. Aux yeux du monde, l'apparence de l'ouvrage vaut la légende dorée qu'il tient en ses fermoirs. Ainsi, vous partagerez tout ce qu'il peut avoir et, avec lui pour mari, vous en serez plus sage. » Bon, métaphore filée du livre qui est trop forte. Je trouve c'est un des premiers mots où je me suis dit, trop bien écrit. Parce que là, à ce moment-là, Lady Capulet, elle veut inscrire sa fille dans une légende autant qu'être l'apparat de celle-ci. Elle lui demande d'être la couverture, voilà, l'apparence de l'ouvrage. Il y a ce côté-là aussi, c'est en mode... Paris, elle le considère comme un livre, sa métaphore, c'est Paris, c'est un livre, c'est une légende, c'est un machin, et il ne manque plus que pour le parfaire que d'une femme. Et je trouve que l'image aussi du livre, elle est intéressante, parce que le livre évoque un texte de légende, mais ça évoque aussi le manuel de mœurs, enfin, ça évoque aussi quelque chose que tu ranges, tu vois, parce qu'un livre, finalement, on finit par le ranger. Donc Juliette, elle est sur la réserve, elle est en mode, ouais, on va voir, on va voir. Et puis le serviteur rentre et dit que les invités arrivent.
Scène 4, on rejoint les boys du côté Montaigu qui vont à la soirée, du coup, donc il y a Roméo, il y a Benvolio, il y a Mercutio. Roméo, lui, il est super dark, hein, je cite « Qu'on me donne une torche, comme je suis d'humeur sombre, je tiendrai la chandelle ». Come on bro. Mercutio, lui, il le sauce, il est en mode « Mais non, ce soir on va à la soirée, tu pécho, vas-y, tu vas voir, sois heureux ». Roméo qui répond, je cite encore « Pas question, tu as des souliers de balle en cuir souple, moi un cœur de plomb ». Parenthèse, j'ai écrit JPP de lui déjà. Très lourd. Ah, c'est le bouffon. Vraiment, c'est le dingue de la farce. Ah, il est chiant. Et en fait, toute cette scène, en fait, on voit les Montaigu qui rejoignent donc la soirée. Et en fait, Roméo se fait constamment vanner par Mercutio. Et globalement, c'est très fort. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure en intro, un peu la jouissance à incarner le verbe. Parce que c'est vraiment sur ce passage que je me suis dit, c'est trop cool à jouer, je pense. Quand t'es acteur de théâtre ou quoi, je me dis... Ah oui, Mercutio, pour le coup, est brillant. Meilleur personnage. Enfin, moi, je trouve que c'est un des meilleurs personnages de la pièce, si ce n'est le. À un moment, Roméo, il dit je fais que des citations, tant pis, mais c'est juste trop bien, donc je suis obligé. Genre, Roméo qui dit je m'enfonce sous le lourd fardeau de l'amour. Et Mercutio qui répond bah, c'est que pour t'enfoncer, c'est toi qui dois peser. Voilà. Vanne sur vanne. Bref, les Montaigu rejoignent petit à petit la soirée. 7-5, la soirée se met en place chez les Capulet. Dans un contexte de querelle familiale, ils sont déguisés, ils sont masqués, tout le monde l'est, mais ils sont sous couvert d'anonymat. Et ils pénètrent dans la salle de réception et ils observent les convives avec curiosité. C'est alors qu'il aperçoit Juliette pour la première fois. Dès qu'il croise son regard, il est instantanément captivé par sa beauté et ressent un bouleversement si profond qu'il en oublie Rosaline sur le champ. The end. Rosaline, on n'en parlera plus jamais. Il exprime son émerveillement en contemplant Juliette comme une vision divine et à la comparant à une étoile illuminant la nuit. Leur première interaction est empreinte d'une poésie intense et d'un symbolisme religieux, puisque Roméo aborde Juliette avec des métaphores spirituelles. Il la décrit comme une sainte en se présentant lui-même comme un pèlerin en quête de purification. Et là, je tiens vraiment à préciser que ça a l'air très beau, ça a l'air très religieux, sauf que blasphème. Pourquoi ? Parce que les images, les saints, etc., c'est tout à fait accepté dans le monde catholique, donc dans le monde italien, sauf que on n'est pas du tout dans ce côté-là. Là, on est dans l'Angleterre anglicane. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment considéré comme un blasphème. Et il le sait, Shakespeare. Et il joue avec ça. Ça, j'avais pas compris, parce que plusieurs fois, j'ai vu des notes qui disaient que ça, c'est une notion de blasphème, mais du coup, j'avais pas compris le rapport. C'est ça, en fait, dont les protestants, dont font partie les anglicans, exactement, ils sont protestants, et donc les saints, etc. Donc Shakespeare, il peut expliquer ça par le fait que ce sont des catholiques, machin, mais en fait, la vérité, c'est qu'il sait pourquoi il fait ça. Et qu'il reproduit le monde anglais dans sa pièce. Oui. Et donc là, ça a fait pas mal jaser, ça. D'accord. Et il y a plein de passages comme ça quand il parle de religion, où c'est même pas je prends la religion catholique, c'est je vais dans le blasphème à fond. Quitte à être obscène, on va y aller sur tous les tableaux. D'accord, j'avais pas compris ça, d'accord. Voilà. Donc la petite déclaration d'amour de Roméo... Ça donne le ton, voilà, ça donne le ton de leur rencontre. D'accord. Ah ben tu vois, ça c'est une strate de lecture que j'avais pas du tout, du coup ça je l'avais pas compris du tout. D'accord. Et du coup, Roméo il voit Juliette, du coup il s'emballe direct, hein, comme tu dis, là à fond, évidemment il parle d'un joyau sur la joue de la nuit, machin là. Mais il y a aussi un autre personnage qui voit Roméo, c'est Tybalt. Alors Tybalt, on l'a vu dans la première scène, hein, donc c'est un Capulet qui a l'air d'être assez bagarreur, ou du moins assez mal intentionné du moins. Et lui, il voit Roméo, et il a comme un coup de foudre de haine en fait pour lui. Là, il dit, c'est lui, c'est ce gueux de Roméo. Alors, Capulet le calme, lui dit, t'inquiète, c'est Roméo, mais ça va, tout ça. Mais en tout cas, là, sur cette scène, il y a un double coup de foudre, finalement. Il y a Roméo qui voit Juliette et qui pète son câble. Et de l'autre côté, t'as Tybalt qui va nourrir une espèce de haine profonde pour Roméo. Roméo, il va questionner la nourrice, elle lui apprend que Juliette, c'est la fille de Capulet. La soirée semble se terminer, tout ça, et Roméo, il est un peu fané, quoi. Il est en mode, ok, c'est la fille un peu de notre ennemi... juré. Notre ennemi juré, c'est con, quoi. Et de son côté, Juliette, elle questionne la nourrice sur le jeune homme qu'elle a vu aussi. Elle lui dit, son nom est Roméo, et c'est un Montaigu, le fils unique de votre grand ennemi. Et Juliette va dire, pour terminer ce premier acte, mon unique amour né de mon unique haine. L'acte se termine sur cette rencontre passionnelle, mais qui est déjà un petit peu dissonante finalement par le contexte. L'acte 2 commence. Après le bal, Roméo, incapable de se détacher de Juliette, erre dans la nuit.
cherchant à revoir celle qui a bouleversé son cœur en un instant. Accompagné de Benvolio et Mercutio, il quitte la demeure des Capulettes, mais incapable de contenir son amour naissant, il s'éloigne discrètement de ses compagnons et escalade le mur du verger des Capulettes. Là, il aperçoit Juliette à son... Alors, souvent, c'est son balcon, c'est la fameuse scène du balcon. En vérité, elle était plutôt à sa fenêtre, si on en croit les instructions de jeu. Non, mais c'est les didascalies. Oui. Voilà. Je t'ai pas aidé sur Donc, Juliette qui est plongée dans une réflexion douloureuse. Pensant être seule, elle exprime tout haut son dilemme intérieur. Elle questionne le poids du nom de famille et se demande pourquoi Roméo doit être un Montaigu, son ennemi par naissance. Elle conclut que les noms ne sont que des conventions arbitraires et que son amour pour Roméo dépasse cette rivalité absurde. C'est alors que Roméo, qui l'observait en silence, se révèle à elle et ils échangent de nouvelles paroles passionnées. Ouais, donc elle est tranquillement à sa fenêtre. Elle fait un peu du Roland Barthes, hein. Donc elle est en mode une rose ne s'appelant pas rose, sentirait-elle bon. Elle fait vraiment de la sémio, tranquillement, à la fenêtre. Et c'est là qu'elle lâche effectivement la phrase connue. Ô Roméo, pourquoi donc es-tu Roméo ? Roméo, du coup, se pointe. Il se dit prêt à renier son nom pour elle, tout ça. Il dit je serai baptisé de nouveau. C'est bien toi le dieu que j'idolâtre. C'est sur ces phrases-là qu'il y avait les notes sur le blasphème, dans mon édition, du coup. C'est pour ça que j'ai pas compris. D'ailleurs, j'ai marqué que j'ai pas compris. Voilà. En tout cas, c'est là. Et Juliette doit se retirer et elle l'invite à formuler ses vœux demain. Elle lui enverra quelqu'un à 9h. Et dans un climat de bonheur total, du coup, Juliette n'arrive pas à quitter la fenêtre et Roméo n'arrive pas à partir, quand bien même il est en territoire ennemi. Et il finit par aller demander conseil à Frère Laurent, personnage qu'on n'a pas encore vu dans cette pièce. Frère Laurent, c'est un moine franciscain qui est considéré par Roméo comme un mentor et un guide spirituel. Donc Roméo lui confie son amour pour Juliette et lui demande de célébrer leur mariage en secret. Frère Laurent, d'abord surpris par la rapidité avec laquelle Roméo est passé de Rosaline à Juliette, hésite. Cependant, il voit dans cette union une opportunité de réconcilier les familles ennemies et accepte d'unir les jeunes amants. Pendant ce temps, Benvolio et Mercutio, ne sachant pas où Roméo a passé la nuit, se moquent de son comportement mystérieux. C'est alors qu'ils sont interrompus par l'arrivée de la nourrice de Juliette, qui cherche Roméo. Après quelques échanges moqueurs, elle parvient enfin à parler en privé avec Roméo, qui lui confie le plan. Juliette devra se rendre à la cellule de Frère Laurent sous prétexte d'une confession, où leur mariage sera célébré dans le plus grand secret. Peu après, Juliette, impatiente et angoissée par l'attente, interroge sa nourrice dès son retour. Celle-ci, prenant un malin plaisir à faire durer le suspense, retarde sa réponse avant d'annoncer enfin la nouvelle. Roméo et Juliette vont être mariés le jour même. Ravie et soulagée, Juliette se rend immédiatement auprès de Frère Laurent. Et juste avant, dans la pièce, Benvolio et Mercutio parlent et tout ça, et évidemment, il y a même c'est Benvolio qui dévoile que, en fait, Tybalt a envoyé une lettre à Montaigu, un défi à l'encontre de Roméo. Donc, derrière, dans le background de cette histoire d'amour, il y a un truc un peu, encore une guerre clanique, qui est un peu dans le background, encore dans la pièce. Et d'ailleurs, Mercutio donne un peu plus de lore sur Tybalt, hein. Il en ressort une personnalité dangereuse, hein, et on le compare à un pratiquant d'escrime, et même à un chat. Donc Tybalt, il est toujours dans un coin de notre tête, mais voilà. Moi, je maintiens qu'il y a une dimension homo-érotique à l'écriture de Tybalt. Parce clairement. que dans la sexualité de Shakespeare, on soupçonnait un amant, on soupçonnait un amant homme. Ok, je ne sais pas. Et dans certains de ses vers, t'as cette dimension homo-érotique qui était à la Renaissance qui est pas glorifiée comme elle l'a été à la Grèce antique, mais qui était encouragée. Okay. C'est-à-dire la compagnie d'un homme, d'un mâle fait et bien fait, peut créer des dynamiques positives, sous couvert de... un peu charnel, quoi. Ok, ouais, légèrement charnel. Et donc, dans ces poésies, dans les poèmes de Shakespeare, ça se ressent. D'accord, je savais pas ça. Et ça m'y a fait penser quand t'as parlé du deuxième coup de foudre. Je me suis dit, en fait, ça peut être... parce que c'est souvent... la haine et l'amour, ils sont souvent intrinsèquement liés. Oui, clairement. Et oui, c'est vrai que là, ça rejoint ça. Parce qu'effectivement... Et c'est un schéma aussi qu'on a beaucoup vu depuis aussi, tu vois, l'amour-haine, ou tu vois, cette haine entre deux personnages qui est à la limite de l'amour. C'est un truc qu'on a beaucoup vu en art, au cinéma, dans d'autres livres depuis, hein. Ça, c'est vraiment le rapport Tybalt-Roméo. Il est aussi un peu archétypal. C'est assez fort, hein. Ouais, c'est le mélange Eros et Thanatos. Et, ouais, total. Le classique. C'est ça, total. Qui fait toujours plaisir, d'ailleurs.
Non, c'est vraiment très fort. Donc, de leur côté, Roméo et frère Laurent se préparent. Frère Laurent, plus mesuré que Roméo quand même, semble mettre autant en avant semble mettre en avant les dangers de cette relation. Je cite: ces violents plaisirs ont une fin violente. Ils meurent lorsqu'ils triomphent, comme le feu et la poudre. Frère Laurent, en fait, quand il parle d'amour à Roméo, il a déjà un lexique un peu guerrier. Tu vois, il parle de la mort, du feu, de la poudre. C'est un peu un foreshadowing sur ce qui peut éventuellement se passer à la fin de cette pièce, je sais pas. Mais bon, voilà, rien ne sent quand même très bon. Et Frère Laurent, c'est un des personnages les plus mesurés de la pièce. Il est quand même très chill. Et là, il est en mode, ok, Roméo, c'est cool ce qui se passe, mais tranquille, quoi, voilà. Tu l'as rencontré la veille, Tu l'as rencontré la veille, et surtout, tu sais de quelle famille elle vient, ça peut vous poser des problèmes. Juliette rentre, et l'acte 2 se termine par leur mariage dans une joie totale quand même. Et avec cette fin-là, j'aime bien parce qu'il y a vraiment une fin joyeuse de comédie. À partir de maintenant, la pièce, elle va un petit peu s'assombrir. Elle va même beaucoup s'assombrir quand même. Mais ces 2 premiers actes, ils étaient finalement presque doux, entre guillemets. Et c'est ça que j'aime bien. Bon, je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais en tout cas, je trouve que c'est un texte vraiment bicéphale, en 2 parties. Je trouve que si, au début de la pièce, on te disait pas que c'était une tragédie, eh ben ces 2 premiers actes, pour moi, c'en est pas du tout, en fait. C'est juste une comédie romantique, tu vois, genre en mode, ils se rencontrent, il y a des vannes, il y a des machins, et jusque-là, mis à part cette espèce de guerre de clans au lointain dans le lore, et le personnage de Tybalt qui a l'air sanguin, ben, finalement, cette première partie de pièce est très douce, en fait. C'est une comédie romantique, quoi. Ouais. Peut commencer l'acte 3, là, on rentre dans les choses sérieuses. Alors là, j'ai envie de dire, la tragédie commence, avec l'entrée en scène de Mercutio et Benvolio et des boys, hein. Ils sont là, ils sont en train de marcher et tout, puis Benvolio qui dit bon vas-y, on va pas rester là, ça pue les Capulettes, on bouge. Mercutio, il est plus chill, hein, il est en mode t'inquiète, voilà. Et là, c'est pas qu'il y a Tybalt qui rentre. Aïe, aïe, aïe. Il les aborde froidement, il y a une tension qui plane. Tybalt qui dit Mercutio, tu marches de concert avec Roméo, et Mercutio qui dit tu nous prends pour des musiciens ou quoi là? Même dans un contexte de tension, il y a des vannes, genre il est obligé, mais c'est le personnage Mercutio qui veut ça aussi, hein, genre vraiment il est trop cool. Mais tu sens que Shakespeare il devait se faire kiffer à écrire ça, quoi. Et en gros, Roméo rentre et Tybalt s'engraine très très vite et il veut laver l'affront que lui aurait fait Roméo en venant à la soirée des Capulettes. Roméo, il calme le jeu, il est en mode écoute, je te respecte, laisse-moi tranquille, ne nous fais pas de mal, tout ça. Mercutio, lui, tente de s'interposer, puis de fil en aiguille, ça s'enflamme un peu, puis il provoque ouvertement Tybalt. Je lis l'échange. Tybalt, chasseur de rats, on va faire un tour. Tybalt y répond que me veux-tu? Mercutio qui lui dit seulement une de tes 9 vies. Et Tybalt qui répond je suis ton homme. Les deux dégainent leurs armes et ils se battent. Roméo en mode les gars, chill, il s'interpose, et malheureusement, trop tard. C'est parce qu'il s'est interposé que Tybalt arrive à toucher mortellement Mercutio, qui meurt en maudissant les 2 protagonistes, du moins de la scène, et il dit que la peste frappe vos 2 maisons. Roméo, submergé par la colère et la culpabilité, perd tout contrôle et se lance à la poursuite de Tybalt. Dans un accès de rage, il le défie en duel et le tue. Ce meurtre plonge immédiatement Roméo dans une situation critique. Le prince Escalus, tenu d'appliquer la loi qu'il avait imposée, choisit de ne pas condamner Roméo à mort, mais il le bannit de Vérone. Cette sentence est un véritable coup de tonnerre pour Roméo qui se voit privé de Juliette et de tout espoir de bonheur. Il se réfugie chez frère Laurent, désespéré, tandis que Juliette, apprenant la nouvelle, sombre à son tour dans la douleur. Déchirée entre son amour pour Roméo et la mort de son cousin Tybalt, elle finit par pardonner à son époux, comprenant que le duel était inévitable. Grâce à la complicité de la nourrice, Roméo parvient à passer une dernière nuit avec Juliette, avant de s'enfuir à Mantoue, où il devra attendre des nouvelles de frère Laurent. C'est quand même fou, hein, je trouve que le basculement dans la tragédie, il est quand même extrêmement rapide. Ouais. En une scène, moi je pensais que ce serait plus diffus et tout, mais finalement non, en une scène, t'as 2 morts.
Et en plus, pas des moindres. Tu vois, genre, t'as Mercutio qui meurt et tout. Et je trouve que cet acte-là, cette scène 1 de l'acte 3, il est quand même vachement balèze, parce que c'est vraiment... là, on rentre vraiment en mode coup de tête dans une tragédie. Là, d'un coup, c'est un bloodbath, quoi. C'est vraiment un bain de sang. C'est une galère. Roméo, il est obligé de s'exiler. Le monde s'écroule un peu pour tout le monde, quoi. Juliette, déprimée, quand même, envisage déjà de s'offrir à la mort. Donc là, le concept de mort, j'ai noté qu'il s'approchait petit à petit de Juliette, peu cher. Et la nourrice se propose de retrouver Roméo le soir même. Je suis obligé de changer de calepin, je n'avais plus de page. J'aime bien ce Alors, comme tu disais, Roméo, il est chez Frère Laurent, la nourrice arrive, celle-ci donne des nouvelles de Juliette, tout ça, elle raconte que Juliette, elle est effondrée. Rongé par la culpabilité, Roméo, il tente de se tuer, mais les deux, ils l'en empêchent. Frère Laurent le recadre pour de bon. Voilà. C'est tellement bouffon. Ouais, là aussi, c'est pareil, voilà, c'est un peu un bouffon à ce moment-là, t'es en mode... il est con. Mais bon, il est aussi un petit peu... Il est honnête, quoi. Disons qu'il est entier. Roméo, il est entier, quoi. Oui, mais il l'a un peu trop, quoi. Le frère Laurent lui dit « Ressaisis-toi, ta Juliette est en vie. Elle, pour l'amour de qui tu mourrais à l'instant. » Encore un petit setup pour la fin, peut-être. Et enfin, frère Laurent dévoile un plan, qui est donc d'envoyer Roméo avant tout, en attendant que la situation se tasse. Scène 4, on est de retour chez les Capulets. Avec Papa Capulette, qui n'est plus si gentil finalement, puisque Mais non. croyant Juliette encore endeuillée, il décide de hâter son mariage avec Paris. Juliette, refusant d'épouser un autre homme alors qu'elle est déjà mariée, se rebelle pour la première fois contre l'autorité parentale, alors que jusque-là, elle était assez soumise à ses parents. Face au refus catégorique de son père, qui menace de la renier si elle s'oppose à ses volontés, donc vous voyez, au début on disait « oui, bah alors... Ah ouais, adorable. Adorable, ah, que nenni !» Elle se tourne désespérément vers frère Laurent, qui est vraiment là... C'est le sang. C'est le sang. C'est vraiment le sang de la veine de cette... Cherchant une solution pour échapper à ce mariage forcé. Frère Laurent élabore alors un plan audacieux, entre parenthèses qui pourrait être stupide. 3 petits points. Il donne à Juliette une potion spéciale qui la plongera dans un état de mort apparente pendant 48 heures. L'objectif est de la faire passer pour morte afin qu'elle soit déposée dans le caveau familial. Une fois réveillée, Roméo viendra la retrouver et ils pourront enfin s'enfuir ensemble. Franchement, là, on était sur la fin de l'acte 3 et on passait petit à petit sur l'acte 4. Et encore une fois, l'acte 3, c'était vraiment un acte orageux, vraiment très violent. Et ouais, je voulais juste revenir sur ça, sur le moment où le père Capulette pète son câble à partir du moment où Juliette, finalement, ne rentre pas dans les clous. J'ai trouvé ce passage aussi très étonnant et assez violent en termes de langage. Et ça, je trouve que c'est vraiment un moment qui marche en termes narratifs. Parce que moi, alors peut-être suis-je naïf, mais en tout cas, je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas, premier degré. Et quand il se met à péter un câble sur Juliette, j'étais en mode quoi ? Et j'ai même cité des trucs. Il est en mode. Il est vraiment dur dans les mots, quoi. Il dit « Préparez vos gambettes pour jeudi qui vient, afin d'accompagner Paris à l'église Saint-Pierre. Sinon, je t'y traînerai comme un condamné à l'échafaud. Allez, oust, charogne livide. Assez petite garce. » Il pète son câble, il la traite de petite idiote, de pantin qui geint, et il lui dit que si elle refuse le mariage, il lui souhaite d'aller crever dans la rue. Vraiment, c'est les mots. Encore une fois, voilà, je voulais juste relever ce truc-là, le père qui pète son câble. Je trouve que c'est un vrai truc narratif qui marche bien. Donc, comme tu disais, frère Laurent, il a son plan, du coup, voilà, comme tu dis, le faux filtre de mort, elle accepte, et frère Laurent, donc, s'empresse de trouver quelqu'un pour rapporter la nouvelle à Roméo, qui lui se trouve à Mantoue. De leur côté, les Capulettes s'affairent à la préparation du mariage, et Juliette, elle joue un peu le jeu. Elle demande pardon à son père à genoux, lui il y croit, premier degré, et voilà. Juliette ensuite retourne dans sa chambre toute seule. S'ensuit un monologue un peu où Juliette elle exprime ses peurs les plus profondes, si le filtre de mort ne marchait pas, le faux filtre de mort ne marchait pas, si elle se réveillait trop tôt, s'il vaudrait pas mieux vraiment se suicider, machin, tout ça. Bon, finalement elle se ressaisit, elle trinque à Roméo, boit le poison, le faux poison, et s'effondre. Au matin, la nourrice découvre son corps inerte et croit qu'elle est morte. La nouvelle se répand rapidement et plonge la famille Capulette dans le deuil.
Ses funérailles sont immédiatement organisées et Juliette est déposée dans le caveau familial, comme prévu par frère Laurent. Mais le destin s'acharne contre les jeunes amants. Le message de frère Laurent exprimant le stratagème n'atteint jamais Roméo, car son messager, frère Jean, est retenu en quarantaine à cause d'une épidémie de peste. À la place, Roméo apprend par son serviteur Balthazar que Juliette est morte. Effondré et persuadé qu'il n'a plus rien à perdre, il se rend à Vérone et se procure un poison mortel chez un apothicaire. Dans la nuit, Roméo entre dans le caveau des Capulettes et découvre Juliette inanimée. Il s'adresse à elle une dernière fois, exprimant son désespoir et son amour éternel, avant de boire le poison et de mourir à ses côtés. Quelques instants plus tard, elle se réveille. Ah mais avant ça, alors, il arrive et Paris, de son côté, allait au tombeau de Juliette. Parce qu'il faut savoir qu'en attendant, Paris, lui, il est persuadé que Juliette est morte un peu de tristesse par rapport à la mort de son cousin Tybalt. Que non. On arrive sur cet acte final où en fait tous les personnages vont se retrouver autour du tombeau du caveau de Juliette. Et au moment où Roméo rentre dans le caveau, eh ben, Paris le reconnaît. Et il se dit, mais attends, est-ce que ce serait pas ce con de Montaigu qui a tué Tybalt et qui a causé la peine mortelle de Juliette ? Il est complètement à côté de la plaque. Il sort son épée et intervient. Roméo, lui, il est complètement désespéré. Il lui dit, ouais, enfin, te donne pas la peine, je compte mourir. Donc, te compte pas... Fais-le, frérot. Te donne pas la peine de sortir l'épée. Paris, par contre, est inflexible et les deux se battent. Roméo finit par l'abattre d'un coup d'épée. Commence alors son monologue final. Il reconnaît Paris à ce moment-là, il l'amène dans le tombeau et boit le poison. J'ai cité le monologue final de Roméo, du moins une partie, parce que franchement, c'est trop bien écrit. Je cite, la traduction française du moins. « Mes yeux, un dernier regard, mes bras, une dernière étreinte, et vous, mes lèvres, vous, les portes du souffle, scellés d'un pieux baiser, un contrat éternel avec la mort rapace. Viens, guide amer, viens, répugnant nocher, pilote désespéré, précipite à présent sur les rocs écumants, ta barque fatiguée. » Franchement, moi je pense que si je suis tout seul là, je lâche ça avant de mourir, je suis quand même un peu fané que personne l'ait écouté, quoi. Je l'enregistre. Ouais, il y a vraiment personne pour m'écouter parce que c'était banger ça. Roméo boit le poison et meurt. Frère Laurent, lui, paniqué, arrive trop tard, il constate le massacre et là, Juliette se réveille au pire moment possible où en fait il y a un bain de sang autour d'elle, il y a Roméo mort, voilà. Frère Laurent, il est en mode vas-y, je t'expliquerai, faut qu'on bouge. Mais elle refuse. Oui, elle refuse de vivre sans son Roméo et elle cherche le poison qui était dans le flacon. Elle ne le trouve pas. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le couteau de Roméo et se poignarde avec. Le matin venu, la tragédie est révélée au grand jour. Frère Laurent tente d'expliquer ce qu'il s'est passé, tandis que le prince Escalus, les Capulettes et les Montaigu réalisent l'ampleur du désastre. Face à la mort de leurs enfants, les deux familles ennemies décident enfin de mettre fin à leur querelle et d'ériger en hommage une statue en or de Roméo et Juliette. Et fin de la pièce sur cette note un peu douce amère, voilà, avec les deux familles qui semblent faire la paix sur le cadavre de leurs enfants. Donc ça s'est terminé comme ça, en bain de sang, mais il y a quand même une espèce de fin douce amère qui est quand même assez tendre. Et c'est donc ainsi que se termine la tragédie de Roméo et Juliette. Alors moi, comme je le disais en intro, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient très modernes dans la construction de cette pièce. Comme je disais tout à l'heure, la comédie vers le drame, je trouve ça ultra moderne et utilisé un peu à outrance depuis. Je veux dire, il y a plein d'œuvres au cinéma, tout ça. Bon, je sors des refs qui sont déjà vieilles aujourd'hui en 2025, mais tu sais, j'ai repensé en lisant ça au film Titanic, par exemple, qui est littéralement Roméo et Juliette, en fait. Tu sais, deux personnes qui s'aiment malgré deux contextes différents, et un élément qui n'est pas de leur ressort, qui vient foutre ça en l'air, et une deuxième partie de pièce qui est beaucoup plus dramatique. Et ben là, je trouve que il avait fait ça en 1595. C'est quand même super moderne, et je trouve aussi qu'il y a plein de moments où la construction
elle est très moderne. Par exemple, le moment où frère Laurent a dit qu'il allait envoyer un message pour prévenir Roméo du faux poison, machin et tout, eh ben, l'acte d'après, on voit d'abord Roméo qui est à Vérone, tout ça, et il apprend la mort de Juliette, et du coup c'est là qu'il se précipite, et la scène d'après, on voit frère Laurent qui apprend ce pourquoi son pote n'a pas prévenu Roméo. Et en fait, je trouve que ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, avec la première scène, il crée un twist. Parce que tu vois Roméo normal, et d'un coup, tu te dis, attends, mais personne l'a prévenu. Et la scène d'après, tu comprends que personne n'avait prévenu Roméo. Je trouve qu'en fait, ce genre de construction-là, eh ben, c'est déjà très moderne, tu vois, c'est savoir gérer le twist, entre guillemets, tu vois, genre... logiquement, tu aurais voulu le faire différemment. Tu apprends que on n'a pas prévenu Roméo, et ensuite, tu vois Roméo qui est désespéré. Et là, Shakespeare, il se permet de faire ça dans un autre sens, pour justement gérer une vraie tension, entre guillemets. Il y a un vrai effort sur la tension qui est très cool, quoi. Et pour revenir, et c'était trop intelligent ce que tu disais, le fait que c'est vraiment scindé en deux. Le fait que la pièce ait une partie comique et une partie tragique, ça se voit aussi dans la formation de la pièce dans son intégralité. C'est-à-dire que les deux parties ne sont pas égales et ne prennent pas la même place. La partie comique et la partie comique et plus optimiste, elle prend les deux premiers actes. Acte 1, acte 2, et il faut savoir que lorsqu'il y a deux actes, ça marque la plénitude. Le deuxième acte, puisque c'est un acte pair, marque une sorte de plénitude. Et donc on est vraiment dans cette plénitude amoureuse. Par contre, il reste 3 actes. Et là, les 3 actes, c'est les 3 actes qu'on connaît de la tragédie, c'est-à-dire un acte impair. Et dès qu'il y a acte impair, on ne peut pas résoudre l'action qui est en train de se passer. Et du coup, ça, c'est trop smart. On a les 5 actes, donc on se doute qu'il y a quelque chose qu'on ne peut résoudre et il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité, mais le fait d'avoir une sorte de dualité binaire, voilà. Ouais, non, mais c'est ok, trop bien vu. Du coup, j'ai trouvé ça trop smart. Et en même temps, du coup, je pense qu'on a bien présenté la pièce comme étant une pièce d'amour, un peu classique. Mais je pense qu'il y a plein de choses à dire sur la lubricité des personnages. On en a très peu parlé pendant le racontage, c'est vrai. Alors que j'ai encore plein de notes. On peut en parler. C'est une pièce supra-lubrique. Et moi, je m'attendais pas à ça aussi. Genre, vraiment... Et encore, je l'ai lu en français. Moi, sur mes petites notes en bas de page dans mon édition, il y a plein de moments où ils disaient, bon, bah ça, on n'a pas trop su traduire et tout. Ils étaient assez ouverts avec ça. Et ça, c'est une autre question. Je me dis, bah, traduire Shakespeare, qu'est-ce que c'est ? Mais ouais, effectivement, je m'attendais pas à un truc si grivois, en fait. Et c'est pour ça que c'est trop bien, c'est qu'il y a plein de manières de comprendre Roméo et Juliette. Il y a, du coup, l'axe... Et c'est pour ça que Shakespeare, c'est aussi compliqué, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle c'est autant joué et aussi apprécié. Du coup, il y a ce côté un petit peu amoureux et... une tragédie portée par la pureté d'un amour naissant, mais on a aussi tous les éléments typiques de l'obscénité et du langage du désir. C'est-à-dire, au théâtre élisabétain, on a un jeu extrêmement riche. On aime jouer sur les mots, on aime que les phrases aient un deuxième sens, et c'est pour ça que Shakespeare donne une place privilégiée à l'obscénité et à la lubricité. Shakespeare, il est fidèle à son style et il entrelace tout au long de la pièce une tension constante entre l'amour idéalisé et le désir charnel. Et en fait, au moment du coup du théâtre élisabétain, on n'a pas le droit de montrer les rapports charnels sur scène. Même un baiser, aussi chaste soit-il, n'a pas à être représenté. Okay. Mais par contre, les jeux de mots sont tout à fait tolérés parce que justement, c'est ce plaisir du langage. Et je trouve que, et là je suis en train de rebondir, punaise, je suis en train d'ouvrir des tablettes dans ma tête, on bascule dans la tragédie à partir du moment où Mercutio meurt. Et je pense que Mercutio était l'élément qui faisait qu'il y avait autant de joie dans la première partie, parce que tu vois, dès qu'il s'agit de l'amour, Roméo c'était un bouffon. Enfin, moi c'est une figure que je déteste, que j'abhorre véritablement, mais lorsqu'il jouait avec le langage, lorsqu'il se prêtait à ses joutes verbales avec Mercutio et avec Benvolio, Roméo se transcendait. Il se transcendait dans le langage, dans les jeux de mots, etc. Et là, il devenait une figure extrêmement intéressante. Dès que Mercutio meurt et dès que le langage échoue, le langage, le jeu du langage et le plaisir du langage, et qu'il ne reste que cet aspect un peu charnel, on a le reste se délite. Mais c'est bien vu ça, oui. Mercutio, c'était un peu l'avatar de ça, et à partir du moment où il meurt, c'est un échec du langage. Effectivement, on va tuer, il
métonymise le truc en fait. Oui. Ouais, c'est bien. Et en fait, tout le long de la pièce, il y a que des blagues en dessous de la ceinture. Tellement que dans les traductions du 19e et du 20e siècle, les traducteurs ont choisi d'enlever certains passages. Donc si vous avez de vieilles éditions, vous pouvez vérifier. Mais voilà, il faut savoir, et je trouve que c'est trop marrant, et encore une fois c'est Mercutio, juste avant d'aller à la fête, dans le texte original, Mercutio parle de la reine Mab, la fameuse reine Mab, la reine de la nuit. Et dans le texte original, il est écrit Queen Mab. Mais Queen, Q-U-E-A-N. Et en fait, Queen, qu'est-ce que ça signifie ? Prostituée. Et du coup, il allie les songes et le côté un peu puéril de fait de se raconter une histoire au désir. Et ça, c'est pas le premier à le faire, puisque la Nourrice, juste un peu avant, lorsqu'il y a Paris, elle raconte une anecdote sur Juliette, au terme de laquelle elle est tombée à la renverse. Okay. Et en fait, ça, c'est une métaphore de la pénétration. Okay, et c'est vraiment le fait de tomber à la renverse et il se passe quelque chose, c'est une métaphore de l'acte amoureux. Et Mercutio compare l'amour là j'ai pas la citation exacte, mais l'amour de Roméo à Rosaline, qu'il porte à Rosaline au début, à un bilboquet qui cherche son trou. Ouais. Là, pas besoin d'explication. Ouais. Et c'est parfois très frontal, c'est vrai très frontal quoi, genre vraiment, alors je trouve plus le truc que je pensais, mais on a parlé en off aussi là, je cite, ce qui pourrait c'est encore Mercutio qui parle évidemment, et je sais plus de quoi il parle, hein, mais il parle à Roméo, il dit, ce qui pourrait l'offenser serait de faire se dresser quelque étrange démon sous le cercle de sa maîtresse et de le laisser planter là, jusqu'à ce que, par magie, elle le fasse tomber tout pendant. Donc tu vois, évocation de l'érection vraiment très très frontale. Il y a plein de jeux complètement intraduisible, j'ai vu ça, genre le mot goose par exemple, je savais pas, mais c'est loi, mais c'est aussi l'idiot, mais ça peut être aussi le vagin, ou même une maladie vénérienne, je ne savais pas. Des jeux juste syllabiques, tu vois, sur tail, genre une histoire, mais tail, la queue aussi. Constamment dans cette pièce, t'as un espèce de duel verbal, là aussi il y a une dualité en fait, un duel verbal très complexe qui allie l'humour grivois le plus grivois possible, et des trouvailles rythmiques et formelles qui sont super niches, en fait, tu vois, tu te dis, d'accord, c'est un pro qui fait des blagues de CM2, en fait. Non, mais c'est vrai. Et ce qui est cool aussi, c'est que ces jeux de mots ne sont pas du tout l'apanage des grandes maisons. C'est-à-dire que déjà, la pièce, elle est un peu surprenante, parce qu'elle s'ouvre sur 2 serviteurs, alors qu'on s'attendrait peut-être à voir nos protagonistes qui arrivent finalement assez tard. Et ça, c'est intelligent aussi parce que on voit les choses et on voit certains événements de la pièce au travers des yeux des serviteurs. Comme si cette violence-là, elle était canalisée par les serviteurs et comme s'ils étaient les vecteurs principaux de cette haine. Et eux aussi font plein de blagues grivoises. Et c'est Samson, donc dans l'acte 1, scène 1, qui dit à Grégory and thrust is made to the wall. Et le verbe thrust, qui signifie pousser, donc si on avait une traduction un petit peu premier degré, on pousserait les femmes, les domestiques du haut du mur. Sauf que thrust, ça suggère la domination physique sur les hommes de la famille rivale, mais aussi c'est un viol symbolique des servantes Montaigu qui assimilent la conquête d'un clan à une soumission sexuelle. Ouais, c'est vrai, j'avais noté ça un peu aussi, que acte 1, scène 1, direct. Direct, il y a des allusions au sexe, à la domination, mais genre vraiment dès les premiers instants, avec 2 nobody, quoi, Samson, Grégoire, qu'on reverra jamais. Mais oui, c'est crime de guerre, viol, tout ça, d'emblée, il va les 2 pieds dans le plat, quoi. C'est quand même assez ouf. Et attends, je suis en train de retomber sur les notes, mais c'est vrai que la nourrice, c'est la Mercutio de Juliette. Parce qu'elle ne fait que ça, des blagues un peu truculentes. Elle parle de l'éloge de la virilité de Paris, pour le dire en des termes délibérément crus. Elle parle des plaisirs du lit nuptial, etc. Et en fait, il y a un passage qui passe un peu à la trappe, mais parce que Shakespeare est trop intelligent. C'est le passage où il passe la nuit avec elle. Ouais. Il passe la nuit avec elle, ce n'est absolument pas représenté. C'est pas représenté, on a quasi même pas dit, je crois. C'est ça, c'est que c'est su, tout le monde le sait, tout le monde a compris ce qui s'était passé, sauf que pour éviter la censure et pour être hyper intelligent, le départ de Roméo, comment il s'écrit comme une aubade, c'est-à-dire le départ de l'amant au matin. Donc un thème poétique
hyper récurrent. Et du coup, hyper poétique, on est à la Renaissance, machin, on retourne sur ces classiques, c'est trop smart de passer toute la sexualité sous couvert de poésie. Oui, c'est clair, c'est méga. J'avais pas vu ça comme ça, c'est assez smart, ouais. Genre, c'est ça. Genre, encore une fois, tu changes la couverture du livre, quoi. Ouais, Si on reprend la même métaphore filée que tout à l'heure, c'est trop fort. Ouais. Alors moi j'avais un autre truc à dire aussi sur un autre sujet. Juste, je vais juste setup ce que je veux dire pour un truc qui n'est peut-être pas si intéressant que ça, mais le setup est un peu long. Mais juste, j'avais lu il y a pas longtemps un mini texte de Julien Gracq encore au sujet de Don Quichotte. Et juste il faisait une petite critique du texte et il disait que là où c'était très fort de la part de Cervantes, c'était qu'en fait Cervantes avait réussi son truc dans le sens où quand tu lis Don Quichotte, t'as pas l'impression de lire un texte du Moyen-Âge européen. Ce qu'il est pourtant, mais t'as plus l'impression de lire un vieux conte arabe, un truc encore plus vieux, tu vois, presque des mille et une nuits, et c'est vrai, Don Quichotte c'est ça, finalement c'est des déserts, bon c'est la Mancha, mais c'est des déserts, des auberges, des rois, des reines, en fait c'est les mille et une nuits, un peu, tu vois, et même dans ce jeu-là, Cervantes, il crée un faux narrateur, qui est d'ailleurs un auteur arabe, donc il brouille les pistes, et ce que disait Gracq, il dit, mais quand je lis Don Quichotte, ça marche, parce que je n'ai pas devant moi un texte moyenâgeux européen, mais j'ai un plus vieux texte, et ça marche de fou. Et là, j'aime bien Shakespeare parce que la pièce se passe à Vérone, tout est fait finalement pour quand même un petit peu te sortir de ton contexte anglais, tout ça, enfin on est dans un ailleurs quand même, les noms, Vérone, tout ça, et pourtant, je trouve que c'est le texte le plus british possible. Genre, à aucun moment, pour le coup, on ne peut ne pas concevoir que c'est pas anglais, c'est British to the bone. Genre déjà c'est anglais dans le choix des mots, les rythmiques des mots, des machins, la manière de construire les phrases et tout, c'est supra anglais. Mais aussi tout simplement ce côté pince sans rire, cet humour dont on a parlé tout le long, tu vois, qui en fait ça vient plus ou moins de lui, tu vois, ce côté pince sans rire, sourire en coin, punchline, ce truc très british en fait. Et je m'attendais pas tant à le voir là en fait. Et je me suis dit d'accord, Shakespeare c'est toi le OG de ça un peu. Enfin du moins un des OGs, ce côté ultra british. Et ça, j'ai adoré, quoi. Je trouve que c'est vraiment trop cool. Et voilà. Et je pense qu'en plus, ça se savoure vraiment dans sa VO. Comme tu dis, toi, quand t'as cité les textes, c'est vrai que c'est en anglais que vraiment ça s'étudie, quoi. Il y a une autre citation de Mercutio qui est très drôle. C'est, bon, évidemment, ça fait référence au pénis. Il dit « shake the pier ». Ouais, shake the pier, ouais. Voilà, hein, Shakespeare. Bon, on peut parler de la multitude des identités de Shakespeare, qui il est, etc. Mais je trouve que ce passage, il est brillant. Ouais, c'est balèze, c'est trop balèze. Le truc, c'est à la fois un divertissement populaire et pourtant un jeu linguistique vraiment très poussé. Bon, ça, c'est ce qu'on a dit tout le long, quoi. Mais c'est ce qui fait qu'il y a une telle postérité sur Shakespeare, c'est ce double jeu, quoi. Là aussi, il est double, en fait, Shakespeare, tu vois. C'est à la fois le bouffon et à la fois l'érudit de l'extrême. Et je trouve que c'est presque méta sur la pièce elle-même, enfin la pièce du moins méta, parce que c'est une pièce que de dualité, comme on a dit tout à l'heure, c'était une comédie autant qu'un drame, et la pièce ne parle que de dualité, tu vois, la dualité familiale, les deux familles qui s'affrontent, la dualité, la valse à deux de l'amour, entre guillemets, le combat, le duel, la joute verbale, qui est souvent entre deux camps, tu vois, il y a ce côté un peu rap contenders souvent, tu vois, genre avant de se battre avec des épées, les mecs se battent avec des mots, mais il y a constamment cette dualité, et voilà, et du coup, Shakespeare est un auteur un peu double visage comme ça, que je trouve très fascinant, et avec cette œuvre, c'est assez dingue, quoi. J'ai juste envie de rajouter quelque chose sur Roméo, mais ça c'est vraiment une vision subjective. On parle beaucoup de Roméo et Juliette comme étant une histoire fleur bleue, et effectivement, on peut le lire comme une histoire comme ça. C'est une histoire d'amour tragique, c'est un coup de foudre, donc voilà, c'est une lecture qu'on peut avoir, mais c'est bien plus complexe que ça. Il faut rappeler que Juliette, elle a 14 ans, quand même. C'est vrai. Et que Roméo, c'est l'idiot du village. Roméo n'a qu'une envie, c'est de mourir par amour, quel que soit l'objet de son... Qui que soit l'objet de son amour. Quoi que ce soit, parce que on est quand même dans une sorte d'objectivation de la partenaire amoureuse, en fait. C'est qu'il existe un switch, et Shakespeare se moque véritablement de Roméo. Roméo est moqué tout le long de la pièce par Shakespeare, même dans les tournures de phrases, dans la manière dont on le perçoit, etc. On sent que Shakespeare n'a
pas beaucoup d'empathie pour ce personnage-là. Et qu'au contraire, il a créé pour s'en moquer. Et c'est compréhensible dans la mesure où, à une période du théâtre élisabétain, les pièces se jouaient dans ce qu'on appelle des cockpits. Du coup, c'était des arènes de coq. C'est pas le cas pour le Globe Theatre, qui d'ailleurs a été détruit dans une des pièces parce qu'ils ont lancé un canon et ça a tout brûlé parce que c'était en bois. Qui a eu cette idée? Not smart. Mais tu sais qu'au théâtre élisabétain, il y a eu dans des représentations, il y a eu des morts et tout. Enfin, c'était trop cool. Et c'était un... c'est pas ce qu'on est censé dire, hein. Mais... et en fait, il y a un public extrêmement populaire qui vient dans ces théâtres-là, qui sont d'ailleurs en périphérie de la ville. Et du coup, il faut divertir ce public, et il faut aussi arriver à divertir le public plus noble qui se met sur les banquets qui sont un petit peu plus hauts. Et donc, on a tout ce lexique-là, en sachant que Shakespeare, qui connaissait du coup Christopher Marlowe, c'était un peu des fripons dans leur temps. C'est plus vrai pour Christopher Marlowe que pour Shakespeare. C'était un petit fripon. D'ailleurs, il y a Anthony Burgess qui a fait un très bon livre qui s'appelle Mort à Desfortes sur Christopher Marlowe, où en fait tu apprends l'homosexualité du milieu du théâtre. Ils tuaient des gens, ils étaient là pour les beuveries, ils faisaient les cons en permanence, et souvent, du moins pour Christopher Marlowe, il a échappé à certaines condamnations parce que on pense qu'il était un espion de la reine. D'accord. Donc voilà, on est quand même dans ce contexte très populaire, en fait. Ouais. Et maintenant, Shakespeare, c'est devenu un petit peu l'apanage d'une sorte de culture idéalisée, etc. Mais clairement. Qu'on sort de son contexte, ou qu'on met dans un contexte, du coup, de Dark Academia dont je parlais au début, qui est un genre littéraire dans lequel on va vraiment faire l'éloge de la réussite académique et la réussite universitaire. Et du coup, ces auteurs-là, et le théâtre élisabétain, sont énormément cités. Mais on oublie ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des trucs hyper populaires, hyper drôles, faits pour rire, et qui ne s'adressent pas du tout à un auditorat plus bourgeois. Pour clore ce truc un peu sur l'humour grivois, comme tu dis, là, ça m'a rappelé, parce qu'encore une fois, j'ai pas lu énormément de théâtre, j'en lis un peu, mais surtout du théâtre du 20e, mais par exemple, le théâtre antique, j'en avais jamais lu, et je me suis dit quasi la même chose avant. Alors, c'était pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes époques, machin, mais j'ai lu une pièce d'Aristophane, et pareil. L'Assemblée des femmes. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Je suis en mode, mais on est peu de choses. En fait, depuis la nuit des temps, on tape sous la ceinture, en fait. Quels que soient les publics, tu sais, j'ai des gags, et je me suis dit, mais en fait, c'est fou comme plein d'œuvres comme ça, tu vois, que ce soit Shakespeare, le théâtre antique aussi, enfin plein d'autres trucs comme ça, qui sont désormais érigés vraiment, du moins qui sont étudiés de fond en comble sur les bancs de la fac et tout, alors qu'en fait c'est des pièces qui ont envie de faire gaulerie à la base, quoi. Petit camion. C'est vraiment oui. Aristophane. C'est Aristophane. Ouais, vous savez pas, le poète camion, c'est Aristophane, les gars. Non, mais c'est trop fou. Donc ouais, cet humour grivois, je trouve ça fou. Et en même temps, trop génial que du coup ça a traversé le temps finalement, Shakespeare, parce que cet humour là aujourd'hui, moi je trouve que ça tabasse aussi, parce que si c'était un auteur uniquement ultra sérieux, on serait un peu chier en fait, et là je trouve que ça nuance les œuvres, ça crée des seconds trucs de lecture, et je trouve que en lisant Roméo et Juliette, du coup c'est la première pièce de Shakespeare que je lisais, je trouve que c'est difficile de ne pas vraiment kiffer Shakespeare, quoi. Tu sais, je me suis dit, c'est hard not to like, quoi. J'étais en mode, mais il est trop cool un peu, là, en fait. C'est trop... Enfin, non, je me suis dit... Il est vraiment balèze. Ouais, je dis, il est cool. En lisant ça, je me suis dit, il est stylé. Ce que je disais en début de casse, quoi. C'est très stylé, quoi. Et du coup, moi, j'ai jamais lu d'autres pièces de Shakespeare, bien que je connaisse évidemment vite fait des textes et tout. Du peu que je connaisse de Shakespeare, je peux juste citer une pièce que j'ai vue l'été dernier au Off d'Avignon. Alors je sais plus le nom de l'auteur malheureusement parce que je ne prépare pas mes sources. Bref, la pièce s'appelait Être ou ne pas être, et c'était un seul en scène méta qui parlait de théâtre, tout ça, autour du texte de Shakespeare, même s'il ne le disait quasiment jamais. J'y étais allé avec Magadji, tout ça. Elle m'y a emmené parce que moi je connais finalement assez peu le théâtre. Et je me suis pris quand même une claque, déjà parce que la pièce, le seul en scène était super, mais surtout qu'en fait, à la fin, il finit par jouer le monologue de la fin d'Hamlet. Et c'est là que je me suis dit, pétard, va l'écrire celui-là. Enfin, il faut se lever tôt pour aller écrire ça.
Et déjà là, je me suis dit, mais c'est trop cool de voir un acteur sur scène jouer premier degré un texte aussi balèze, en fait. Tu sais, je me suis dit, c'est ça, en fait, qui fait Shakespeare. Et entre guillemets, c'est ça qui fait le théâtre, et c'est ce pourquoi on aime Shakespeare à ce point aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ça représente l'idée qu'on peut se faire du théâtre aussi, tu vois, genre quelque chose de jouissif, de vraiment très riche. En même temps, c'est joueur, l'acteur joue le truc, tu vois, il y a ce jeu, le terme jouer, le verbe jouer, tu vois, et toi, en tant que spectateur, eh ben, c'est trop fou pour toi, parce que tu vois quelqu'un qui, à la fois, se régale à jouer un texte de dingue, et en même temps, il y a une prouesse. Et tu te dis, ben, au même titre que pourquoi on continue à regarder, à écouter des gens qui jouent des pièces de Bach, je sais pas, juste parce que ça tabasse en fait. Tu vois, je me dis, voilà, pourquoi on continue à jouer à Super Mario World? Parce qu'en fait ça tabasse les gars, c'est juste, c'est trop bien. Enfin, non, je me suis vraiment dit ça et je me suis dit, là, c'est tellement quintessentiel. Ça- Il est cool ce mot, on va dire. En tout cas, c'est une vraie quintessence de théâtre. Shakespeare, c'est le théâtre, en fait. Voilà. Et du coup, je voulais en venir là. Toi, t'en as lu d'autres. Là, si tu devais m'en conseiller une de pièces comme ça, let's go. Richard III. Ouais, t'allais dire ça. Bien sûr que j'allais dire ça. Il paraît que c'est très bien, Richard III. Richard III est très bien. Je suis tombée amoureuse de la représentation qu'il y a eu de cette pièce, qui était extraordinaire. Ça a été joué en Avignon il y a quelques années. Et du coup, j'ai lu le prologue. En fait, j'étais tombée sur un extrait. J'ai lu le prologue. Je suis tombée amoureuse de suite. Enfin, le premier monologue, je suis tombée amoureuse de la pièce. Et après, je l'ai lu. Je me suis dit, putain. En fait, c'est... Des fois, tu touches à un truc et tu te dis, mais comment c'est possible d'écrire ça et de continuer à écrire... Enfin, continuer cette lancée en étant toujours aussi bon. Ouais. Et t'as ce côté de... Mais merde, en fait. Et c'est tellement bien. Et ouais, vraiment... Richard III. Richard III, il faut le lire. Non, mais c'est vraiment hypant, et c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, mais c'est quand même fou, quand même, quand tu vois, pour finir, là, un auteur avec autant de bangers dans son catalogue. Enfin, je me dis encore une fois, Roméo et Juliette, on le rappelle, c'est quasi une œuvre de jeunesse, enfin, c'est une œuvre de jeunesse, et encore une fois, t'écris ça, franchement, c'est fait, quoi, genre, t'as fait ton taf, en fait, j'ai envie de dire, t'es dans la postérité, c'est exceptionnel, et le mec, il a continué, il y a Hamlet, Songe d'une nuit d'été, je savais même pas que c'était Shakespeare, Othello, Richard III, Macbeth, La Tempête, enfin c'est un truc de fou le banger quoi. Et ses poèmes, enfin sa poésie, est extraordinaire aussi. Okay. Et là encore, il ne nous déçoit pas. C'est quel que soit le support littéraire qu'il utilise, il est bon. Ouais. Il est bon, putain. Non, mais c'est fou ça, parce que tu peux te dire, ok, il y a des Oui, tu peux pas être bon partout. Ouais, c'est ça. Il y a des médiateurs qu'on peut privilégier. Oui, tu vois, mais clairement. Mais lui, non. Lui, pas du tout. Et dans ses sonnets, il y a beaucoup de références homo-érotiques. Je lance ça comme ça. Et d'ailleurs, Shakespeare, son théâtre plaît beaucoup, son théâtre fascine, mais son identité... Et ça, j'en ai pas parlé dans l'introduction, c'est un parti pris de ma part. J'ai préféré le présenter comme un être unique et indivisible. Mais son identité fascine tout simplement parce qu'on ne sait pas véritablement qui il était. Il y a plein de doutes. A-t-il écrit toute la bibliographie qu'on lui attribue? Bof. Il y a des pistes qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y a des hommes qui ont été pointés du doigt comme étant éventuellement des Shakespeare. Il y a des femmes aussi qui l'ont été. Il y a un article qui est très bon qui est paru à ce sujet. Donc voilà, c'est que Shakespeare a écrit une œuvre complexe, mais son identité aussi, telle qu'elle nous est parvenue, l'est tout autant. Oui, c'est clair, un peu comme Homère, quoi. Il y a un peu ce même truc là, genre c'est un peu la légende brumeuse et tu te dis mais qui es-tu? Oui, c'est vrai que Shakespeare, il y a un vrai mystère sur qui est vraiment Shakespeare et est-ce qu'il a tout écrit. Voilà. Donc à vos suggestions, à vos hypothèses. Et du coup à vos librairies, si vous êtes chaud, d'aller acheter du Shakespeare. En plus, les auteurs comme ça qui ont écrit des bouquins d'il y a plein d'années, la mérite c'est qu'ils sont tous dans le domaine public, du coup ils sont pas chers. Donc franchement c'est rentable. Genre Roméo et Juliette est une lecture que tu peux avoir pour même pas 1 euro et ça les vaut, les gars. Ça les vaut largement. Et du coup, voilà, après j'arrête. Mais le théâtre élisabétain, le théâtre jacobin, ce sont des théâtres qui sont extrêmement intéressants. On parle beaucoup de Shakespeare. Évidemment, c'est figure de proue de ces mouvements-là. Vous avez Christopher Marlowe dont on a parlé. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, du coup, il y a le livre de Anthony Burgess, Mort à Deptford, qui parle
assez bien de ce personnage-là que j'aime tout particulièrement. Et il y a aussi, et ça c'est ce que je pourrais appeler la Sainte Trinité, Élisabeth Ier, ceci est du blasphème. Vous avez aussi George Ford qui a écrit Le cœur brisé, qui est une pièce, encore une fois, extrêmement intéressante, qui parle de la liberté des femmes, etc., etc. Très très bien écrit aussi. Okay. Donc voilà, c'est pour un peu mettre en lumière cette œuvre. C'est noté. Eh bien, as-tu quelque chose à dire sur Shakespeare ou Roméo et Juliette ? Non, ça y est. On est bon. Ok, on est bon. Mon sac. J'ai réglé mes comptes avec Roméo. Je le déteste. Miskin. Ah non, c'est un bouffon. J'ai même pas d'empathie pour lui. Miskin. Ouais, non, mais non, j'ai de l'empathie pour Juliette parce que c'est pas sa faute. Elle a 14 ans, elle y connaît pas. Elle tombe amoureuse d'un mec qui lui promet monts et merveilles. C'est pas sa faute. Et après, pour finir quand même sur Roméo, l'épisode ne se termine jamais, c'est le principe. Moi, je me suis dit, en le lisant, c'est que c'est un peu un bouffon, mais d'un autre côté, je me suis dit, il y a aussi ce truc où je me suis dit, j'y crois un peu à ce personnage. Pourquoi ? Parce que cette espèce de fougue juvénile, tu vois, genre avoir des crushs à tout bout de champ, machin comme ça, on a été un peu comme ça tous, tu vois, genre, tu vois. Et je me suis, c'est en ça, c'est le seul truc qui m'a un peu rattaché à Roméo. Je me suis dit, ouais, cet ado-là, ce jeune-là, on l'a tous été en fait. Et je me dis, ouais, bon, on a tous été un peu des bouffons aussi, c'est ça. Mais je trouve qu'il a quelques pourcentages attachants. Ça y est, tu m'as convaincu. Je le déteste pas autant. Non, c'est un bouffon, mais je comprends ton point de vue et effectivement, c'est intéressant. C'est ça, le jeune ado en plein d'hormones, quoi. Genre, c'est ça, bon, voilà, bon. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. En attendant, on vous souhaite de passer une bonne suite de journée. Je sais pas dans quelle timeline vous êtes. Nous, on va réfléchir au prochain bouquin qu'on fera, et puis on se retrouve un de ces quatre. On vous fait des bisous. Des bisous. Que la nourrice vienne parler à Roméo, putain, je suis perdu. Oui, ça y est, elle lui a dit. Okay. Et du coup, Juliette se rend immédiatement auprès de frère Laurent. Toi, t'as dit que Tybalt t'avait envoyé la lettre. Ok, bon, on est là en fait. Ok. Donc, Juliette. Ah non, ça tu l'as dit. Voilà,